Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de Livres. Aujourd'hui, je vais vous parler de Promesse de Jussi Adler-Olsen aux éditions Livres de Poche. Un très bon livre d'un auteur que j'aime beaucoup, qui a réussi à développer au fil de ces années le département 5, avec des vrais personnages, des vraies histoires, où il dénonce beaucoup de choses, et à chaque fois on tombe sur des histoires très bien construites. Donc d'abord un petit speech sur l'auteur, parce que il vaut bien. Karl Valdemar Jussi Adler-Olsen est un auteur danois né à Copenhague en 1950. De 1955 à 1963, il grandit dans plusieurs hôpitaux psychiatriques où exerce son père. En 1956, il demande à l'État danois le droit d'utiliser Jussi comme prénom officiel. L'État lui donne la permission. De 1967 à 1970, il devient guitariste dans le groupe de musique pop Milkshake, Bufferland, Dirty Drummers, Truthers and Studygruppen. Il arrive aussi à sortir diplômé à Radovre, Stadosk. En 1970, il emménage avec Anne, il l'épouse 19 ans plus tard. Il n'était pas très pressé. De 1970 à 1978, il étudie la médecine, les sciences sociales et la politique, ainsi que le cinéma à l'université. Il dirige la maison d'édition A.S. Donnergon. Il est imprimeur à la Gintapagus d'Ilprik. Il crée une librairie de livres d'occasion où il vend des films, des BD, de la littérature spécialisée et des affiches. De 1978 à 1980, il est scénariste pour Walter Lantz et Disney au Danemark et en Hollande. De 1978 à 1983, il est éditeur et correcteur de magazines et de BD. De 1980 à 1989, il édite la première anthologie de la BD danoise, encore considérée aujourd'hui au Danemark comme une référence. Il participe au mouvement danois pour la paix. Il traduit et édite des livres très variés, de la fiction au développement personnel. Il dessine le projet de rénovation du port de Copenhague à Floating Borders, en collaboration avec l'inventeur John Raipur et l'architecte et graphiste Ole Phil. Le projet tourne autour de maisons flottantes en acier, à économie d'énergie. Il a du goût et de l'imagination, ce qui lui donne des idées très sympas. Son fils est conçu en 1988 à Luxor, après une visite de la tombe du roi Tut. Comme quoi, il choisit bien ses endroits. De 1995 à 2007, il devient écrivain à plein temps. Il prend quand même le temps de rentrer au conseil d'administration d'une société de production de cellules solaires dans laquelle il a des parts, et au conseil d'administration d'une société de production de matériel technique de pointe pour le cinéma. Il est très éclectique. 2007 est l'année de sa révolution. Il publie au Danemark Miséricorde, premier tome de la série du département 5. Numéro 1 des ventes au Danemark, puis très vite en Allemagne. Miséricorde s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Il sera suivi par 7 volets pour le moment. Ils sont tous devenus des best-sellers internationaux. Ils ne sont pas tous de la même qualité, mais restent profondément ancrés dans une réalité brutale et révoltante. L'auteur se sert de ses personnages pour faire ressortir toutes les situations qui le révoltent. Il obtient de nombreux prix scandinaves. Il connaît en Europe un succès retentissant. La série Sélection 5 est une réussite. Ses livres sont traduits dans 36 pays ou en cours de traduction dans plus de 40 autres. Ils sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde. En France, Miséricorde reçoit le Grand Prix des lectrices de Elle en 2012 et le prix des lecteurs de livres de poche en 2013. Il développe les enquêtes du département 5 qui gère les cold cases. Chaque roman est une histoire à charge contre les bourgeois danois et la société en général. Il met à jour tous les vices qui les révoltent et montre les vilains secrets. Cette société si pure et si propre que l'on nous vend n'est peut-être pas aussi parfaite. Pour ma part, je compare à la trilogie Millennium du suédois Stieg Larsson, publiée en Suède de juillet 2005 à mai 2007. Tous les deux utilisent le thriller et des personnages forts et fracassés pour révéler des aberrations de leur système. Promesse de Jussi Adler-Olsen. Comme à chaque fois, la patte de l'auteur frappe en plein cœur. Avec des mots simples et une description épurée, il décrit une situation si dramatique que bouleversante. 20 novembre 1997. Une jeune fille sort de son rêve. Pourtant, elle s'y trouvait bien. Aucune douleur, aucune crainte. Maintenant, elle se rappelle le choc de la voiture, le bruit de son corps quand le véhicule l'a percutée. Maintenant, seule, perchée dans un arbre,
les os fracassés, la douleur se diffuse dans tout son corps. Bientôt, son cœur montre des signes de faiblesse. La souffrance s'estompe. Elle se sent libre, la délivrance arrive. Alors, c'est donc ça? 29 avril 2014. Le téléphone sonne dans le département 5. Karl Mork finit par décrocher. Un appel du brigadier Christian Abersat de la police de Bornholm du commissariat de Rome. Karl et son caractère légendaire les conduit sans y porter trop attention. Petit souci, une paille, une pécadille, un léger souffle. Quelques minutes après avoir été conduit par Karl, il lui a envoyé un mail dans lequel il raconte que le département 5 est son dernier espoir. Il n'en peut plus. Le département 5, Kesako. D'abord, on a créé le département 5 pour Mork, histoire d'avoir la paix. La bonne blague. Tranquille avec Karl Mork. Le département 5 traite les cold cases, les affaires classées. Toutes les affaires nationales non résolues, oubliées ou simplement mises de côté par les incompétents. Tous les dossiers finissent dans leur bureau du sous-sol. Du coup, il y en a beaucoup et Karl Mork n'est pas un gus facile à manipuler. Le lendemain du coup de fil, le brigadier Christian Abersat est habillé en tenue d'apparat pour son pot de départ. Tout a été lustré et brille de mille feux. Tout est parfait. Il attend que tout le monde arrive. En même temps, il n'y a personne, ou seulement ceux qui se sont sentis obligés de venir. Il ne peut pas leur en vouloir. Sa passion dévorante, ces dernières années, a fait place nette autour de lui. La technique de terre brûlée. À ne s'occuper que d'une chose, tout le reste se délite, y compris ses proches. Maintenant, il sait. Sa décision est prise. Il sort une arme de son étui et se fait sauter la tête. Karl Mork est un enquêteur hors du commun. Il ne lâche rien, ni personne. Il est ronchon, pas pédagogue, pour dessous, et ne respecte pas sa hiérarchie. En tout cas, c'est l'image qu'il envoie aux autres. Il a la répartie facile et acide, et arrive à faire disjoncter n'importe qui. Pour l'aider dans différentes tâches, il a un adjoint, Hafed El-Assad. Quel incroyable bonhomme! Dans chaque opus, on en apprend un peu plus sur son drôle d'homme, aussi efficace que mystérieux. Assez matois pour trouver des informations normalement intouchables, et assez dangereux pour se faire obéir par des chiens très boulotés. Une histoire à lui tout seul. Il y a Rose, cette très chère Rose, que l'on découvre d'un opus à l'autre. Elle est efficace et réussit à abattre un travail considérable. Il reste Gordon, futur avocat, qui vient s'ajouter à l'équipe de choc. Une équipe hétéroclite qui a fait sauter de nombreux verrous et dévoile des secrets aussi bouleversants et retentissants dans tout le pays. Ces 4 personnes, toutes très différentes les unes des autres, s'avèrent aussi efficaces que redoutables. 4 individus esquintés par la vie qui s'accrochent les uns aux autres pour se lever le matin et aller gratter. Chaque affaire les soude. Ils nous embarquent dans cette nouvelle affaire dès les premières lignes. Sur cette affaire, c'est Rose qui prend les choses en main. C'est elle qui apprend le suicide du brigadier Christian Abersat. Ni mieux, les voilà partis en bateau pour l'île de Bornholm vers le commissariat de Rome. Très vite, sur place, ils cherchent à comprendre pourquoi l'homme a commis l'irréparable. Ils découvrent un homme torturé par une ancienne affaire non résolue. Une jeune fille tuée, le corps projeté dans un arbre et son vélo complètement broyé de l'autre côté. À l'époque, le décès est classé comme accident avec délit de fuite. La mort de cette jeune femme obsède Abersat nuit et jour. Il est persuadé que la mort n'est pas accidentelle. Il n'est pas un connard de métier et n'a pas le moyen technologique de maintenant. Il va se lancer encore perdu dans cette enquête. Il va tout y sacrifier. Sa vie de famille, sa relation avec son fils, sa femme. Il va tout sacrifier pour aller jusqu'au bout du moindre indice, du moindre morceau de fil qu'il peut tirer. L'équipe va sur les lieux de l'accident. D'après la position du corps, les blessures et le vélo retrouvés, il devine aussi que l'accident n'est pas une option. Mais comment découvrir quoi que ce soit 17 ans après? Ils se rendent dans la maison du policier. Il reste quoi dès la porte de la maison franchie? Toute l'énergie d'une vie. Sa psychose s'étale devant leurs yeux. Des piles et des piles de papiers, de documents, de notes. La somme des recherches d'une vie qui a fini par le détruire. Karl en est maintenant persuadé. Le brigadier Christian Abersat s'est suicidé parce qu'il n'avait plus d'énergie ni le moindre indice lui permettant de finir l'enquête. Un passage de relais sanglant pour que justice soit rendue sur l'assassinat de cette jeune femme. Ils vont devoir reprendre à zéro une enquête commencée 17 ans plus tôt. La seule différence est qu'ils sont plusieurs. Abersat a labouré le terrain. Karl et ses petits camarades de jeu vont devoir trouver un angle d'approche différent. Sur une île qu'ils ne connaissent pas et une région complètement différente de ce qu'ils connaissent, ils vont devoir secouer le cocotier. En parallèle de cette enquête, on entre dans la vie de Piréo et du groupe qu'elle co-dirige avec Atou à Pantchamash,
À eux deux, ils dirigent un groupe basé sur la spiritualité et le bien-être. Atou est le guide charismatique, magnétique. Pirio est sa vestale. Elle règle les problèmes du quotidien. On voit arriver certaines personnes qui se font éblouir par Atou et se font embarquer par cette secte. Tout est construit autour de lui et des croyances générales ainsi que de la méditation. Peut-être l'une des enquêtes les plus difficiles de tous les opus. Ils n'ont rien, aucun témoin, aucun nom, aucune preuve tangible. À force d'interroger les différents protagonistes, ils apprennent l'existence d'un jeune homme charismatique qui semble faire tourner la tête de toutes les femmes. Mais avec ça, l'équipe tourne en rond. De l'autre côté, on découvre de plus en plus de choses sur Pio et Atou. On les voit manipuler et profiter de personnes fragiles. Karl et Assad se battent contre des montagnes, mais arrivent à avancer. Le puzzle commence à se mettre en place. Il manque toujours le vrai nom de l'homme, ainsi que le mobile du meurtre. On redécouvre l'affaire que Mork a vécue. Celle qui a fait qu'il est rentré en scène dans le département 5. Celle qui l'a envoyé dans ce service et l'a transformé en profondeur. On remue les souvenirs de ses coéquipiers qui l'ont payé cher. Anker est mort, Hardy est handicapé à vie, et Karl ne vit que de regrets qui l'empêchent d'avancer. Et voilà que les indices pointent le bout de leur nez. Tatatin! J'attends la suite avec hâte. Par la même occasion, l'auteur construit une histoire autour d'une secte en la présentant de manière très juste et en montrant à quel point certains en position fragile peuvent se faire embarquer et manipuler par des hommes et des femmes sans foi ni loi, prêts à tout pour avoir le pouvoir et les rendre. Un jeu de piste à travers tout le pays pour trouver un individu manipulateur et remarquablement intelligent qui vit sa vie tranquillement tout en laissant des traces sanglantes et des vies fracturées derrière lui. On découvre des destins brisés, des vies gâchées et des espoirs arrachés. Un très bon polar, parfaitement construit, qui nous entraîne sur des chemins aussi mouvementés que flippants, à dévorer comme des chouquettes, sans modération. Premier volet, miséricorde. Deuxième, profanation. Troisième, délivrance. Quatrième, dossier 64. Cinquième, l'effet papillon. Sixième, promesse. Septième, selfie. Likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, à bientôt, bonne lecture, salut. En fait, mangez les chouquettes quand même. Promesse de Jussi Adler Olsen aux éditions Livre de Poche.